Votre crédit est parfait et vous êtes trop stupide pour l'utiliser, a dit mon frère, en ouvrant des comptes en mon nom. Je vais gagner des millions. J'ai dit, bonne chance. 6 mois plus tard, j'ai remis au capitaine de police des preuves complètes, usurpation d'identité, escroquerie commerciale. Le mandat a été signé. La notification d'alerte de crédit est apparue sur mon téléphone à 23h42, un mardi soir. Nouveau compte ouvert. Ligne de Crédit Pro Express de 70 000 €. Je me suis assise dans mon lit, fixant l'écran dans l'obscurité de ma chambre. Je n'avais certainement ouvert aucun compte de crédit professionnel. Je me suis immédiatement connecté à mon service de surveillance du crédit et j'ai parcouru l'activité récente. Mon cœur a sombré lorsque j'ai découvert 3 nouveaux comptes ouverts au cours de la semaine dernière, une ligne de crédit commercial de 70 000 €, un prêt de financement d'équipement de 47 000 € et un prêt immobilier commercial de 117 000 €. Toutes les demandes avaient été soumises en utilisant mes informations personnelles, mes antécédents professionnels et mon numéro de sécurité sociale. L'exposition totale était de 234 000 € en dettes frauduleuses qui pourraient détruire ma vie financière. Mais je savais exactement qui avait accès à mes informations financières. Mon frère Julien séjournait dans ma chambre d'amis depuis 2 mois, censé se remettre sur pied après l'effondrement spectaculaire de sa dernière entreprise. Pendant cette période, il avait eu un accès illimité à mon bureau à domicile, à ma livraison de courrier quotidienne et à tous mes documents personnels. Je me suis levé et j'ai marché silencieusement jusqu'à mon bureau, en faisant attention de ne pas réveiller Julien. Mon classeur était légèrement entrouvert. Je le gardais toujours verrouillé, mais la serrure avait été crochetée. Quelqu'un avait fouillé dans mes déclarations de revenus, mes relevés bancaires, mes dossiers d'emploi et mes documents d'assurance. Sur mon bureau, il y avait de légères empreintes sur mon bloc-notes là où quelqu'un avait appuyé fort en écrivant, probablement pour s'exercer à ma signature. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié l'historique du navigateur. Quelqu'un avait fait des recherches sur les demandes de prêt commercial, sur la manière d'établir un crédit d'entreprise en utilisant des garanties personnelles, sur les stratégies pour maximiser les approbations de prêts. Et même sur des articles concernant les peines liées à l'usurpation d'identité. Les recherches avaient été effectuées pendant les heures de bureau, lorsque j'étais à mon travail au centre-ville de Lyon. En tant qu'analyste de données judiciaires pour Assurance Unie, une grande compagnie d'assurance, j'avais une vaste expérience en matière d'enquête sur la fraude, de préservation des preuves numériques et de schémas de criminalité financière. Mon réseau domestique était configuré pour enregistrer toute l'activité Internet, et j'avais des caméras de sécurité positionnées dans tout mon appartement que j'avais installé après un cambriolage 2 ans plus tôt. J'ai consulté les journaux d'activité du réseau pour le mois passé. Les appareils de Julien, son ordinateur portable, sa tablette et son téléphone intelligent avaient accédé à des sites de demande de prêt, à des services de formation d'entreprise, à des sites de surveillance du crédit et à des forums de planification financière. Il avait également téléchargé des copies de mes documents personnels et les avait transférés sur plusieurs comptes de stockage en ligne que je pouvais tracer grâce au trafic réseau. Les images des caméras de sécurité étaient encore plus accablantes. Une vidéo claire montrait Julien assis à mon bureau mardi dernier, photographiant méthodiquement mes déclarations de revenus et mes lettres de vérification d'emploi avec son téléphone. Dans un autre clip de jeudi, il s'exerçait à ma signature tout en tenant mon permis de conduire comme référence, testant différents stylos et styles d'écriture. Mais la preuve la plus incriminante était l'audio de mon système de maison intelligente. Julien avait passé plusieurs appels téléphoniques depuis mon salon, sans se rendre compte que mon assistant vocal enregistrait et stockait automatiquement les conversations contenant des mots-clés financiers tels que prêt, crédit, fraude et usurpation d'identité. Dans un appel enregistré de la semaine dernière, Julien a dit à quelqu'un « Ton crédit est parfait, et tu es trop stupide pour l'utiliser. Je vais gagner des millions avec ces prêts et tout rembourser avant même que tu ne t'en aperçoives. » Elle est l'un de ces types ennuyeux et conservateurs qui ne prennent jamais de risques financiers. Dans une autre conversation, il se vantait « Ma sœur est cette analyste de données coincée qui ne fait jamais rien d'intéressant avec l'argent. Elle a un crédit parfait et aucune dette, donc je peux probablement obtenir l'approbation pour n'importe quoi en utilisant ces informations. Elle est trop confiante et désorganisée pour soupçonner quoi que ce soit avant qu'il ne soit trop tard. » Le lendemain matin, j'ai regardé Julien se préparer pour ce qu'il appelait des « réunions d'affaires importantes ». Il portait son meilleur costume, celui que je lui avais acheté pour des entretiens d'embauche, et transportait une nouvelle mallette en cuir remplie de documents que je reconnaissais comme des copies de mes dossiers financiers. Grosse journée aujourd'hui,
ai-je demandé nonchalamment en préparant du café, gardant ma voix neutre et intéressée. Une journée énorme, a répondu Julien avec confiance, ajustant sa cravate dans le miroir du couloir. Je finalise d'importants contrats commerciaux qui vont tout changer. D'ici 6 mois, je dirigerai une opération de plusieurs millions d'euros. Cela semble passionnant. Quel genre d'entreprise lances-tu? Une société d'import-export spécialisée dans l'électronique haut de gamme provenant d'outre-mer, des appareils grand public, des composants informatiques, ce genre de choses. Les marges de profit sont incroyables si vous avez assez de capital pour démarrer correctement. Comment finances-tu les coûts de démarrage? Cela semble exiger un investissement important. L'expression de Julien est devenue fuyante et il a évité le contact visuel direct. J'ai quelques investisseurs alignés, des partenaires silencieux qui reconnaissent mon sens des affaires et veulent travailler avec quelqu'un qui sait comment gagner beaucoup d'argent. C'est merveilleux, ai-je dit. J'espère que tout fonctionnera pour toi. Oh, ce sera le cas, a dit Julien avec une confiance absolue. L'année prochaine à la même époque, c'est toi qui me demanderas des conseils financiers au lieu du contraire. Après que Julien soit parti pour ses réunions, j'ai appelé les 3 banques qui avaient approuvé les prêts frauduleux. J'ai parlé avec des agents de prêt de chaque institution et j'ai confirmé que des demandes avaient été soumises en utilisant mes informations personnelles, mais en demandant que toute la correspondance soit envoyée à une adresse professionnelle dont je n'avais jamais entendu parler. Un petit complexe de bureaux à l'autre bout de la ville. Les agents de prêt ont été choqués lorsque j'ai expliqué que je n'avais demandé aucun prêt commercial et que quelqu'un utilisait mon identité de manière frauduleuse. Mademoiselle Perrault, ces demandes ont été approuvées sur la base de votre excellent historique de crédit, de votre emploi stable et de votre documentation financière complète, a déclaré Sandrine Milot de Crédit Pro Express. Le demandeur a fourni des déclarations de revenus, des relevés bancaires, des vérifications d'emploi et même des rapports de crédit. Tout semblait légitime. Ces documents ont été volés à mon domicile, ai-je expliqué. Je dois déposer des rapports de fraude immédiatement et geler tous les comptes. Nous allons geler les comptes en attendant l'enquête, m'a assuré Sandrine. Cela semble être une usurpation d'identité sophistiquée. Vous devriez contacter les forces de l'ordre immédiatement. Ce niveau de fraude implique généralement des accusations criminelles portées devant le procureur de la République. J'ai passé la matinée à déposer des rapports de fraude auprès des 3 banques, à signaler l'usurpation d'identité à l'autorité des marchés financiers et à tout documenter pour ma compagnie d'assurance. Ensuite, j'ai appelé le capitaine Rémi Thomas de la brigade financière, avec qui j'avais travaillé sur plusieurs cas de fraude à l'assurance au fil des ans. Capitaine Thomas, ici Amélie Perrault des Assurances Unies. Je dois signaler une usurpation d'identité et une fraude au prêt commercial. Je dispose de preuves étendues, y compris des séquences vidéo, des enregistrements audio et des analyses numériques judiciaires. De quelle ampleur parlons-nous, a-t-il demandé, son intérêt étant manifestement piqué. Une documentation complète d'un stratagème de fraude systématique, comprenant des journaux de réseau, des images de caméras de sécurité, des enregistrements audio de l'auteur admettant les crimes et une chronologie montrant la préméditation sur plusieurs semaines. C'est plus de preuves que ce que nous voyons habituellement dans les cas d'usurpation d'identité. Pouvez-vous venir cet après-midi? Apportez tout ce que vous avez. À 14 heures, j'étais assise dans le bureau du capitaine Thomas avec 2 dossiers épais de preuves imprimées et un ordinateur portable contenant des fichiers numériques. La documentation était accablante, des captures d'écran de demandes de prêts frauduleuses, des journaux d'activité réseau montrant les recherches de Julien sur la fraude au prêt commercial, des images de caméras de sécurité le montrant en train de voler mes documents. Des enregistrements audio de lui se vantant de son stratagème et une chronologie détaillée montrant son approche systématique de l'usurpation d'identité. Amélie, ce sont là certaines des preuves de fraude les plus complètes que j'ai vues en 15 ans d'enquête sur les crimes financiers, a déclaré le capitaine Thomas en examinant les documents étalés sur son bureau. Vous avez tout documenté. Je suis analyste de données judiciaires de profession. Je sais comment préserver les preuves numériques, maintenir la chaîne de possession et monter des dossiers qui tiendront devant les tribunaux. Le capitaine Thomas a examiné les relevés bancaires montrant les comptes frauduleux et les versements de prêts. Votre frère a obtenu 234 000 € en prêts commerciaux en utilisant votre identité. Les demandes montrent une planification sophistiquée, une préméditation et une connaissance des procédures bancaires. Il vit dans mon appartement depuis 2 mois, collectant systématiquement mes informations personnelles. Les images des caméras le montrent en train de photographier mes documents sur plusieurs semaines, pas seulement un seul vol opportuniste.
Les enregistrements audio sont particulièrement dommageables, a noté le capitaine Thomas, en écoutant les conversations enregistrées de Julien. Il admet explicitement l'usurpation d'identité et la fraude. Il démontre également une connaissance claire que ces actions étaient criminelles et qu'il vous trompait. À quel genre d'accusation devons-nous nous attendre, ai-je demandé. Usurpation d'identité, escroquerie bancaire, fraude électronique et potentiellement blanchiment d'argent s'il déplace des fonds entre comptes pour en cacher la source. Avec cette somme d'argent impliquée et les preuves de préméditation, nous parlons certainement d'un dossier transmis au parquet. Il pourrait faire face à une peine allant jusqu'à 10 ans de prison. Le capitaine Thomas s'est penché en arrière dans sa chaise. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Nous suivons récemment une tendance de cas d'usurpation d'identité au sein des familles. Les auteurs ciblent souvent leurs proches parce qu'ils ont un accès facile aux informations personnelles et qu'ils supposent que la loyauté familiale empêchera les poursuites. Julien a certainement supposé que je ne l'attraperais pas ou que je n'engagerais pas de poursuite si je le faisais, ai-je dit. La sophistication de son stratagème suggère que ce n'est pas sa première fraude. Nous allons vérifier ses antécédents et voir s'il y a d'autres victimes que nous ignorons. Ce soir-là, Julien est rentré à la maison de très bonne humeur, transportant des sacs de courses des Galeries Lafayette et bondissant pratiquement d'excitation. « Amélie, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. » Il a posé des sacs contenant des vêtements de marque, des produits de l'Apple Store et un détaillant de bagages haut de gamme. Tout mon financement d'entreprise a été accepté. J'ai maintenant accès à plus de 234 000 € de fonds de roulement. C'est merveilleux, ai-je dit, maintenant mon rôle de sœur protectrice. Tes investisseurs doivent vraiment croire en ton plan d'affaires. C'est le cas. En fait, j'ai déjà commencé à faire des achats stratégiques pour l'entreprise. Il m'a montré une nouvelle montre Rolex submarinée, une mallette en cuir italien coûteuse et un MacBook Pro haut de gamme. L'image est primordiale dans les affaires internationales. Il faut avoir l'air de réussir pour attirer les bons clients et partenaires. C'est logique. Quand penses-tu commencer à avoir des retours sur ton investissement? D'ici 90 jours, je devrais générer suffisamment de revenus pour rembourser les prêts initiaux et commencer à étendre les opérations. L'année prochaine à cette époque, je vaudrai probablement des millions. Peut-être que je t'engagerai même pour faire la comptabilité de mon entreprise. Julien a passé l'heure suivante à me montrer des cartes de visite qu'il avait fait imprimer avec des dorures, un site internet d'entreprise qu'il avait chargé un développeur de créer, et les documents de constitution de sa nouvelle entreprise. Perrault Négoce International Société à responsabilité limitée. Il avait utilisé l'argent du prêt frauduleux pour créer une façade élaborée d'opérations commerciales légitimes. J'ai loué une suite de bureaux de direction dans le quartier de la Pardieu, engagé une réceptionniste et une secrétaire, et même versé un acompte pour un entrepôt pour le stockage des stocks, a-t-il déclaré fièrement. Ce sera l'entreprise qui me rendra enfin riche et prouvera à tout le monde que j'ai du talent. Ce que Julien ne réalisait pas, c'est qu'aucun des prêts qu'il avait obtenus n'était réellement sous sa responsabilité. Puisqu'il avait utilisé mon identité et mon historique de crédit, j'étais légalement responsable de la totalité des 234 000 € de dette si la fraude n'était pas découverte et poursuivie. Son empire commercial était bâti sur ma réputation financière, et son échec détruirait ma cote de crédit. Le lendemain matin, le capitaine Thomas a appelé pour donner des nouvelles de son enquête. Nous avons retracé l'adresse professionnelle que votre frère a indiquée sur les demandes de prêt. C'est un petit bureau de direction qu'il a loué en payant en espèces et en utilisant de fausses références commerciales. Nous avons également trouvé l'entrepôt et confirmé qu'il a dépensé l'argent du prêt pour les frais d'installation de l'entreprise et des achats de luxe personnels. Quelle est la prochaine étape de l'enquête? Nous préparons des mandats de perquisition pour le bureau, l'entrepôt et votre appartement. Nous voulons saisir toutes les preuves de la fraude et tous les actifs achetés avec l'argent volé. Le procureur veut un dossier en béton avant d'engager les poursuites. Quand exécuterez-vous les mandats? Demain matin vers 9 h. Nous aurons besoin que vous soyez présente lorsque nous fouillerons votre appartement puisqu'il s'agit de votre résidence principale. Pouvez-vous vous rendre disponible? Absolument. Je m'assurerai d'être à la maison. Une dernière chose. Ne laissez pas entendre à votre frère que vous êtes au courant de la fraude. Nous voulons le surprendre avec toutes les preuves en place avant qu'il n'ait une chance de détruire quoi que ce soit ou de s'enfuir. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai attendu que Julien parte pour son faux bureau. Il est parti à 8h30 comme d'habitude, transportant sa mallette coûteuse et parlant fort au téléphone d'appels professionnels importants qu'il devait passer et de réunions avec de potentiels fournisseurs étrangers.
À 9h15, le capitaine Thomas est arrivé avec 3 autres officiers, un officier de police judiciaire et plusieurs techniciens de la police scientifique transportant des boîtes et du matériel photographique. Ils m'ont présenté les mandats de perquisition pour mon appartement et l'espace de bureau loué par Julien. Nous serons aussi prudents que possible avec vos affaires, m'a assuré le capitaine Thomas pendant que son équipe commençait à documenter et à saisir systématiquement les preuves dans mon bureau à domicile et la chambre temporaire de Julien. Nous avons trouvé d'autres documents frauduleux, a dit l'un des techniciens au capitaine Thomas, en brandissant de fausses licences commerciales, des relevés bancaires falsifiés et des sceaux d'entreprise contrefaits. Votre frère a créé un empire commercial fictif entier en utilisant le crédit et l'identité de sa sœur. Ils ont saisi l'ordinateur portable de Julien, sa tablette, son téléphone intelligent, plusieurs boîtes de documents financiers, des demandes de prêts imprimés et des copies de mes informations personnelles qu'il avait stockées dans sa chambre. Ils ont également photographié le bloc-notes avec les marques de pratique de signature, collecté des preuves d'empreintes digitales sur mon classeur et documenté l'installation sophistiquée qu'il avait créée pour l'usurpation d'identité. À 11h30, mon téléphone a sonné. C'était Julien, appelant de son bureau loué. Amélie, il y a des policiers ici avec des mandats de perquisition. Sa voix était paniquée et confuse. Ils emportent tout mon équipement de travail, mes ordinateurs et mes documents. Ils disent quelque chose à propos d'usurpation d'identité et d'escroquerie. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a-t-il volé ton identité? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, ai-je dit calmement, suivant les instructions du capitaine Thomas de ne pas révéler mon implication. Tu devrais coopérer complètement avec eux et répondre honnêtement à toutes leurs questions. Ils posent des questions sur des demandes de prêts et de la fraude bancaire. Ils veulent savoir où j'ai trouvé l'argent pour démarrer mon entreprise. C'est insensé. Je n'ai rien fait de mal. J'ai des investisseurs légitimes et des licences commerciales en règle. Dis-leur simplement la vérité sur ton entreprise, Julien. Si tout est légal et légitime, tu n'as rien à craindre. Ils mettent tout dans des boîtes de preuves et prennent mes ordinateurs. Comment suis-je censé diriger mon entreprise sans mon équipement? 2 heures plus tard, le capitaine Thomas m'a rappelé pour me donner des nouvelles de l'arrestation de Julien. Nous avons arrêté votre frère pour usurpation d'identité, escroquerie bancaire, fraude télématique et blanchiment d'argent. Il a d'abord tout nié et prétendu que son entreprise était légitime. Mais quand nous lui avons montré les preuves vidéo de lui volant vos documents et les enregistrements audio de lui admettant la fraude, il s'est effondré et a avoué tout le stratagème. Comment a-t-il réagi en étant pris avec toutes ces preuves? D'abord la colère. Il était furieux que vous ayez des caméras de sécurité et des enregistrements audio dans votre appartement. Puis le désespoir. Il a continué à insister sur le fait qu'il prévoyait de rembourser tous les prêts grâce aux bénéfices de son entreprise, donc ce n'était pas vraiment un vol. Il ne semble pas comprendre que l'utilisation de l'identité de quelqu'un sans permission est un délit grave, quelle que soit l'intention de rembourser. Quelle est la suite du processus judiciaire? Il sera présenté à un juge d'instruction demain matin. Avec les preuves complètes que vous avez fournies, le procureur est convaincu que nous pouvons obtenir des condamnations sur tous les chefs d'accusation. Votre frère risque plusieurs années de prison ferme, en plus des dédommagements et des amendes. Cet après-midi-là, j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques de membres de la famille qui avaient entendu parler de l'arrestation de Julien par notre réseau familial local. Les réactions étaient, comme on pouvait s'y attendre, divisées selon des lignes familières. Ma mère a appelé en larmes. Amélie, comment as-tu pu faire arrêter ton propre frère? Il essayait juste de lancer une entreprise et de faire quelque chose de lui-même. La famille devrait rester unie pendant les moments difficiles. Maman, Julien a volé mon identité et a obtenu frauduleusement 234 000 € de prêts dont j'aurais été légalement responsable. S'il n'avait pas été pris, j'aurais pu perdre ma maison, mes économies et ma cote de crédit. Mais c'est ton frère. Tu aurais dû lui parler en privé avant d'impliquer la police et de détruire sa vie. Je ne savais pas qu'il commettait des crimes contre moi avant de recevoir des alertes de crédit concernant des comptes frauduleux. À ce moment-là, il avait déjà obtenu près d'1/4 de million par une usurpation d'identité systématique. Mon père a eu une perspective différente lorsqu'il a appelé plus tard. Je ne peux pas croire que Julien ait été assez stupide pour tenter ce genre de stratagème contre toi. Ne réalisait-il pas que tu travailles dans l'enquête sur les fraudes pour gagner ta vie? Apparemment, et pensait que j'étais trop confiante et désorganisée pour l'attraper, ai-je expliqué. Il a sérieusement sous-estimé à la fois mon expertise professionnelle et mes mesures de sécurité personnelle.
Il a toujours été trop malin pour son propre bien. Je n'aurais jamais pensé qu'il soit assez bête pour commettre des crimes contre sa propre sœur. Mon oncle Robert était furieux contre moi lorsqu'il a appelé ce soir-là. Amélie, tu aurais pu simplement co-signer des prêts commerciaux pour Julien si tu voulais l'aider à réussir. Il n'y avait aucune raison de l'envoyer en prison pour de l'argent. Oncle Robert, je n'ai rien co-signé et on ne m'a pas demandé de co-signer quoi que ce soit. Julien a forgé ma signature et a volé mon identité pour commettre une escroquerie. Il ne s'agissait pas de mon refus de l'aider. Il s'agissait de crimes graves qu'il commettait. Tu es vindicative et tu détruis les relations familiales. La famille devrait s'entraider pour réaliser ses rêves, pas se détruire pour des désaccords commerciaux. Ce n'était pas un désaccord commercial ou un conflit familial. Julien a systématiquement volé mes informations personnelles, forgé ma signature et obtenu 234 000 € en prêts frauduleux. Si son stratagème avait réussi, j'aurais pu faire face à la ruine financière. L'audience préliminaire a eu lieu 2 semaines plus tard devant le tribunal. J'ai témoigné au sujet des preuves que j'avais recueillies et j'ai expliqué comment Julien avait utilisé son accès à mon domicile pour rassembler systématiquement mes informations personnelles pendant plusieurs mois. L'avocat de la défense commis d'office pour Julien a tenté de présenter la fraude comme un malentendu entre frères et sœurs, affirmant que Julien croyait avoir une permission implicite d'utiliser mon crédit à des fins professionnelles puisque nous étions de la même famille. Mais les appels téléphoniques enregistrés où il déclarait explicitement que j'étais trop stupide pour utiliser mon crédit parfait et qu'il commettrait la fraude avant même que je ne m'en aperçoive ont complètement miné cette stratégie de défense. L'enregistrement audio a été diffusé où Julien disait « Ma sœur est cette analyste de données coincée qui ne fait jamais rien d'intéressant avec l'argent. Elle a un crédit parfait et aucune dette, donc je peux probablement obtenir l'approbation pour n'importe quoi en utilisant ces informations. Elle est trop confiante et désorganisée pour soupçonner quoi que ce soit avant qu'il ne soit trop tard. » Le juge n'a manifestement pas été impressionné par les justifications de Julien. « Monsieur Perrault, quel que soit votre lien de parenté avec votre sœur, l'utilisation de l'identité de quelqu'un pour obtenir 234 000 € de prêt sans sa connaissance ou son consentement constitue des crimes graves qui frappent au cœur de notre système financier. » Julien a été renvoyé en procès pour usurpation d'identité, escroquerie bancaire, fraude télématique et blanchiment d'argent. La caution a été fixée à 94 000 €, ce qu'il ne pouvait pas se permettre puisque tous ses avoirs avaient été achetés avec l'argent du prêt frauduleux et avaient été saisis comme preuve. Pendant que Julien attendait son procès en détention provisoire, j'ai reçu la visite de son avocat d'affaires, maître Marc Vallet, qui essayait de sauver quelque chose des décombres de l'empire fictif de Julien. « Mademoiselle Perrault, je représente votre frère dans ses affaires commerciales. Je voulais discuter de l'impact de ces accusations criminelles sur les opérations de son entreprise et voir si nous pouvons trouver un arrangement. » Quel genre d'opération commerciale ? Toute son entreprise a été financée par des prêts frauduleux obtenus par usurpation d'identité. Eh bien, quelle que soit la source de financement, il a établi des contrats commerciaux légitimes, des contrats de location et des relations de travail. Plusieurs personnes sont maintenant au chômage à cause de son arrestation, et des fournisseurs réclament le paiement de services déjà rendus. Maître Vallet, toute l'entreprise de Julien a été bâtie sur de l'argent volé obtenu par usurpation d'identité. Tous les contrats qu'il a signés étaient basés sur un financement frauduleux auquel il n'avait aucun droit légal d'accéder. Julien m'a demandé de vous parler de la possibilité de témoigner en tant que témoin de moralité lors de son procès. En tant que sœur et victime de ces crimes. Votre soutien pourrait influencer considérablement sa condamnation et aider le juge à comprendre qu'il s'agissait d'une affaire familiale qui a dégénéré. Mon soutien. Julien a volé mon identité et commis une fraude de 234 000 € en utilisant mes informations personnelles. Il aurait pu détruire complètement ma vie financière pour financer son faux empire commercial. Maître Marc Vallet semblait frustré et désespéré. Mademoiselle Perrault, votre frère risque une longue peine de prison ferme. Ses enfants grandiront sans leur père. Est-ce vraiment une punition proportionnelle pour ce que vous considérez comme un différend financier familial ? Ce n'était pas un différend financier familial ou un désaccord commercial. Julien a commis des crimes prémédités impliquant près de 250 000 €. Il a systématiquement volé mes informations personnelles sur plusieurs mois et a créé un stratagème de fraude élaboré conçu pour tromper plusieurs institutions financières. 4 mois plus tard, face à des preuves vidéo, audio et numériques accablantes qui garantiraient une condamnation lors du procès, Julien a accepté une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité proposée par les magistrats.
Il a plaidé coupable d'usurpation d'identité et d'escroquerie bancaire en échange d'une peine réduite à 6 ans de prison ferme. Lors de l'audience de condamnation, Julien a été autorisé à faire une déclaration devant le tribunal avant de recevoir sa peine. Votre honneur, je sais que ce que j'ai fait était mal. J'étais désespéré de réaliser mes rêves commerciaux et j'ai pris de terribles décisions qui ont blessé ma sœur et violé sa confiance de la pire des manières. Il s'est tourné vers moi alors que j'étais assise dans la salle avec mes parents. Amélie, je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Je m'étais convaincu que je pourrais gagner assez d'argent pour rembourser les prêts avant que tu ne la prennes, mais je réalise maintenant à quel point ce raisonnement était incroyablement égoïste et criminel. Le juge a condamné Julien à 6 ans de prison ferme, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve. Il a également été condamné à payer 267 000 € de dédommagement couvrant les prêts frauduleux plus les pénalités, les intérêts et les frais d'enquête. Après la condamnation, le capitaine Thomas m'a rencontré dans le couloir du tribunal. « Que pensez-vous du résultat de l'affaire » a-t-il demandé. Soulagé que ce soit enfin terminé, ai-je dit. Honnêtement, Julien devait faire face à des conséquences sérieuses pour ses actes. Mais je suis contente qu'il ait fini par accepter sa responsabilité au lieu de faire subir à tout le monde un long procès. Votre collecte de preuves a rendu ce dossier totalement inattaquable. Sans votre documentation complète, il aurait été beaucoup plus difficile de prouver la nature systématique de la fraude et la préméditation impliquée. Julien a supposé que je étais trop confiante ou trop naïve pour l'attraper. Il a sérieusement sous-estimé mon expertise professionnelle en enquête sur les fraudes et mes mesures de sécurité personnelle. 1 an et demi plus tard, j'ai reçu une lettre de Julien écrite depuis la prison. Chère Amélie, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. J'étais jaloux de ta stabilité financière et de ta réussite professionnelle, et frustré par mes propres échecs commerciaux répétés. Au lieu de demander une aide légitime ou de trouver des solutions légales à mes problèmes, j'ai choisi de trahir ta confiance et de commettre des crimes graves. Je sais maintenant que mes actions auraient pu détruire complètement ta vie financière. Ces prêts étaient à ton nom, avec ton crédit pour les garantir. Et si je n'avais pas été pris, tu aurais été légalement responsable de 234 000 € de dettes que tu n'avais pas créées. J'étais prêt à risquer tout ton avenir pour financer mes fantasmes commerciaux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu as dû me dénoncer à la police. Tu te protégeais des conséquences de mes crimes, comme n'importe qui devrait le faire lorsqu'il est victime d'une usurpation d'identité. Les autres détenus ici pensent que je suis fou de ne pas être en colère contre toi pour avoir dénoncé un membre de la famille. Mais tu ne m'as pas dénoncé. Tu as documenté les preuves de crimes que j'ai commis contre toi. Il y a une grande différence entre signaler des crimes et trahir sa famille. J'espère qu'un jour nous pourrons reconstruire notre relation, mais je comprends si tu ne peux plus jamais me faire confiance. J'ai prouvé que j'étais prêt à détruire ta vie pour poursuivre mes propres rêves, et ce n'est pas quelque chose dont on se remet facilement. Ton frère Julien. Je n'ai jamais répondu à cette lettre. Julien a purgé 5 ans de sa peine de 6 ans et a été libéré pour bonne conduite après avoir participé à des programmes d'éducation en prison. Il travaille maintenant dans une entreprise de bâtiment dans un autre département et doit se présenter chaque mois à son agent de probation. Nos parents croient toujours que j'aurais dû gérer cela au sein de la famille au lieu d'impliquer les forces de l'ordre. Ils pensent que la punition de Julien était trop sévère pour ce qu'ils appellent un « différend commercial familial qui a dégénéré ». Mais l'usurpation d'identité n'est pas un différend commercial familial. L'escroquerie bancaire n'est pas un désaccord familial qui a dégénéré. Lorsque quelqu'un vole systématiquement vos informations personnelles, forge votre signature et obtient 234 000 € de prêts frauduleux en utilisant votre identité, c'est un crime grave, peu importe si vous partagez le même ADN que l'auteur des faits. Julien a parié que la loyauté familiale le protégerait des conséquences de ses crimes. Il a supposé que je serais trop choquée, trop coupable ou trop soucieuse de l'harmonie familiale pour engager des poursuites contre mon propre frère. Il avait totalement tort. Les relations familiales ne créent pas d'immunité vis-à-vis de la loi. La confiance, une fois brisée par une fraude et une trahison systématique, ne peut pas être réparée en promettant simplement de rembourser l'argent ou en invoquant de bonnes intentions. Et quelqu'un qui est prêt à détruire votre vie financière pour financer ses rêves commerciaux a démontré qu'il accorde bien plus de valeur à ses ambitions qu'à votre bien-être. J'ai maintenu une sécurité numérique complète parce que l'enquête sur la fraude est ma profession, mais aussi parce que j'ai appris tôt dans ma carrière que les prédateurs financiers ciblent souvent les personnes les plus proches d'eux.
comptant sur les relations familiales et la manipulation émotionnelle pour se protéger des poursuites. Julien a passé des mois à planifier son stratagème de fraude élaboré, convaincu que je ne le découvrirais jamais ou que je n'aurais jamais assez de preuves pour l'arrêter si je le faisais. Les caméras de sécurité, les journaux de réseau, les enregistrements audio et la documentation financière détaillée lui ont donné tort sur toute la ligne. Parfois, se protéger signifie être prêt à poursuivre les personnes qui sont censées vous aimer. Parfois, la loyauté familiale signifie être fidèle aux limites légales et aux comportements éthiques plutôt qu'aux stratagèmes criminels et aux activités frauduleuses. Et parfois, les personnes qui vous disent de régler cela en famille sont les mêmes personnes qui ne risqueraient jamais leur propre code de crédit, leur sécurité financière ou leur réputation professionnelle pour permettre les crimes de quelqu'un d'autre. Le bruit du mandat signé ce matin-là n'était pas seulement le bruit de la justice rendue. C'était le bruit des conséquences qui rattrapait enfin quelqu'un qui croyait que les relations familiales le protégeraient des lois qu'il avait systématiquement violées. Ce ne fut pas le cas.